Cet épisode est sponsorisé par Gaz Européen. Bien plus qu'un fournisseur d'énergie, Gaz Européen accompagne ses clients vers une consommation plus responsable et durable grâce à des solutions concrètes pour réduire leur empreinte carbone. Et bonjour à tous, on est ravis de démarrer ce nouvel épisode avec Samir, Salut. côté Time For, et Lucas de OneFlash. Moi c'est Sophie. On est parti pour un épisode où on va creuser pour découvrir qui est Lucas et surtout qu'est-ce que tu fais au quotidien. Mais du coup, avant de rentrer vraiment dans OneFlash, ton entreprise, est-ce que tu peux nous parler de toi et nous dire un peu de quel univers tu viens, où tu as grandi, qui t'es-tu? Ouais, donc moi c'est Lucas, cofondateur depuis 6 ans. J'ai 31 ans, papa d'un petit garçon depuis 2 ans. Je viens d'un milieu populaire entre Lyon et Saint-Etienne qui s'appelle Rive de Gier, c'est pas très connu. J'ai de la chance d'avoir grandi dans un environnement où il y avait énormément d'amour, donc ça te donne une confiance en toi de dingue. Mais ultra populaire avec des galères que plein de gens connaissent. Vous avez rencontré chez Time For, où je croise à Station F. Avec cette particularité, cette chance, je sais pas, ça te traverse à un moment donné où tu as une curiosité folle qui est en toi, où tu as envie de voyager, tu as envie de faire des études. Donc je commence avec Lyon, puis la République tchèque, Pékin, Montréal, le Canada, et je reviens. Ah oui, t'as la bougeotte. Ouais, j'ai envie de bouger. Plus tu découvres, plus tu as envie de découvrir. Après, c'est les 20 ans, c'est quand tu fais Erasmus, quand tu bouges beaucoup. On a beaucoup de chance, je trouve, cette génération. Et du coup, à la fin de mes études, donc, je continue à la Sorbonne en études de marché. Parce que d'une, c'est gratuit, que j'ai pas de sous. Deux, je suis passionné d'histoire et de l'art de Paris. Et bosser à la Sorbonne, c'était un kiff de dingue. Et vu que tu restes à la fac et que c'est 10-15 heures par semaine, c'était un moment parfait où je me suis dit, en fait, je vais pouvoir entreprendre. Et donc, je C'était lance... dans un coin de ta tête, l'entrepreneuriat? Oui, non, en fait, moi, il y a un stage qui m'a marqué, c'était chez Nestlé, où j'ai appris beaucoup de choses. 6 mois, 7 mois, 8 mois de stage. Mais hyper politisé. J'ai un côté un peu rebelle, donc tu mets dans un grand groupe, je peux plaire à beaucoup, mais je peux pas. Il y a plein qui vont pas me blairer, donc je commence à le sentir. Et ce qui m'a marqué, c'est que, bon, ça change maintenant, mais tout le monde passait son temps sur PPT et sur Excel. Je me suis dit, j'ai pas envie de mettre 30 ans de ma matière grise sur 2 logiciels Microsoft, c'est hors de question, tu vois. Et toute la journée, PPT, Excel, PPT, Excel. Et quand mon boss est parti, moi j'étais en stage, gars qui était apprécié par tout le monde, ça faisait 20 ans qu'il était là, de super bons chiffres, il a du Pepsi et de cacahuètes pour partir, et 2 jours après je prends sa place et je me dis punaise, en fait t'apprends pas un taf très précis, tu fais juste du logiciel Microsoft, pas énormément de reconnaissance. Je me dis j'ai pas envie de faire ça quoi, et donc c'est là où je me dis j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça fait un moment que je discutais avec le meilleur ami de mon grand frère qui lui est développeur depuis toujours, Kevin Ouillon, où je faisais toutes mes soirées avec lui. Lui a 6 ans de plus que moi, donc même si aujourd'hui là j'ai gommé, quand on a 12, il en a 18, tu le sens quand même, mais on était hyper proches. Et donc c'est là où je me dis, en fait c'est le moment parfait, j'ai envie d'entreprendre, j'ai du temps, et je me lance avec lui à ce moment-là. Et est-ce que, quel est ton sentiment à ce moment-là où tu te lances? Est-ce que tu es un peu flippé en te disant je viens pas du bon milieu, j'ai pas les bons codes, j'ai pas le bon réseau? Ou est-ce que tu as la dalle et une motivation qui fait que tu oublies un peu tous ces paramètres? Quand j'ai précisé dans une famille où il y a eu beaucoup d'amour, je ne l'ai pas précisé parce que ça faisait tarte à la crème, mais c'est parce qu'en fait, ça te donne une confiance en toi un peu aveugle, un peu surdimensionnée par rapport à tes vraies compétences. Et en fait, non, tu as une confiance en toi qui fait que tu as l'impression que ça va être facile presque. Alors moi, en tout cas. Après, Mais t'avais pas d'entrepreneur autour de toi, dans ta famille non, ou je faisais quoi? mes premiers BP. Je me dis, bon, le jeu, il va être simple. Dans 3 mois, on est millionnaire, c'est facile. Donc, j'y vais plus avec une surconfiance Ok. que des doutes. Non, j'ai zéro doute. J'ai eu trop. J'étais trop bien entouré quand j'étais petit pour que j'ai eu des doutes sur n'importe quoi. Donc à chaque fois, j'avais même trop confiance. Et après, tu te prends les tartes du marché, hein, ça arrive très vite. On pose nos premières bornes en 48 heures, 72 heures, pas une personne la regarde, pas une location. On pourra y revenir après. Donc non, zéro doute à ce moment-là. Mais petit à petit, tu comprends en revanche que ton milieu social fait que tu fais des faux pas quand tu arrives dans des entreprises, que tu vas démarcher en B2B. Pas bonne manière de se saper, pas bonne manière de s'exprimer, assez classique comme pattern que tu peux voir de gars de cité, de quartier ou de province tout simplement. Donc là, t'apprends vraiment en marchant, t'as pas de formation ou quoi que ce soit qui... Non, je sais même pas s'il y a une formation vraiment en Oui. entrepreneuriat. Tu peux apprendre à coder, tu peux apprendre des trucs comme ça, mais après, j'ai la chance d'être un caméléon social, je suis hyper sociable, donc dès que j'allais dans un groupe qui n'était pas le mien et que j'observais les codes et je faisais pareil, quoi.
Si je fais un repas d'affaires avec des gens qui est dans un meilleur milieu, je mange toujours après. Je regarde d'abord et ensuite j'observe et je copie, tu vois. Ouais, voilà, pour éviter les fautes. Et donc j'apprends. Et là maintenant, je peux naviguer facilement de milieu en milieu. C'est un peu plus simple, quoi. Ça te parle tout ça, Sam? Complètement. Moi, ce qui m'a toujours fasciné un peu chez toi, c'est justement ce côté à avoir une énergie débordante. Que ce soit très tôt le matin, que ce soit sur des deals, que ce soit avec des investisseurs, que ce soit avec des partenaires, avec tes salariés. J'ai eu la chance de t'observer un petit peu dans ton milieu. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as envie tous les jours de te battre, d'aller plus loin, de gagner, tu vois, de gagner tout simplement? Je sais pas. Je sais pas si on est égaux sur l'énergie qu'on a en soi, qu'on a. J'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que je déteste perdre. Ça me rend malade. Mais comme un gamin, on lui dit non. Et du coup, quand j'ai un non, mais je me bats comme un malade. Genre, je me mets dans Ok, des... ça t'écrase pas, ça va te donner encore plus l'envie d'y aller, quoi. Limite, un oui, ça me met moins de hype. Oui, tu vois, t'as bossé, y a un oui, let's go. Mais le fait de perdre, ça me met dans un état et j'accepte pas le non. Ouais. Et je pense qu'il faut pas l'accepter parce que dans l'entrepreneuriat, si t'acceptes des non, t'es mort. Donc parfois en sales, c'est chiant parce qu'il y en a beaucoup de gens qui peuvent être frustrés, qui peuvent t'agacer, que tu continues d'appeler. Mais le nombre de deals que j'ai gagnés après 10 non, heureusement que j'y suis allé, mais il faut une énergie de dingue. Je sais pas où est-ce que je sors l'énergie. Est-ce que c'est le fait d'un milieu populaire qui te donne une niaque et tu te dis j'ai envie de tous les défoncer et montrer que je peux le faire? Peut-être. J'ai fait plein de petits boulots. Ouais, je peux faire pleurer personne, il y en a plein qui l'ont fait. McDo, des usines, etc. Mais je me rappelle quand même quand je suis en études, je dois faire 40-45 heures d'études classiques la semaine. Et le week-end, j'en fais 25 côté McDo. Donc vraiment, je fais tout le week-end chez McDo. Donc banque d'affaires. Ouais. Un rythme de banque Ouais, d'affaires. pardon, j'ai eu la banque d'affaires McDo. Ouais. Nouveau concept. Et je me souviens empaqueter les poubelles en McDo et je me dis putain, franchement, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Ouais, c'est un peu le déclic qui te dit faut que je me bouge pour pas faire ça toute Ouais, ma c'est le vie, premier quoi. déclic, ouais. Et après, à l'usine, quand tu vois les mecs qui ont 50 piges, ça fait 30 ans qu'ils font ça, tu te dis putain, comment on arrive à dire encore à des gens faut pas faire d'études? Alors je sais qu'il peut y avoir Tu le faisais les discours. 3-6? Ouais, 3-8. 3-8, pardon. 3-8, non, t'inquiète, 3-4 heures du matin, tu y allais, mais après, c'est pas pareil quand tu te fais étudiant pour payer ton C'est que c'est une loyer. période donnée, quoi. Ouais, c'est pas pareil. Mais tu vois quand même les gens galérer de fou et je comprends pas comment on peut dire encore à des gens faites pas des études, tu vois. Et est-ce que tu t'es dit justement plus jamais ça d'une certaine manière? Comme tu connais un peu la galère des métiers manuels, le fait de... En vrai, sans faire genre, je me suis surtout dit, je veux pas ça pour ma famille. Ouais. Que ce soit mon frère, mon père et tout ça me rend fou de me dire qu'ils sont sur des tafs durs comme ça, alors que quand tu arrives à Paris, en vrai, il y a pas mal de planqués. Tu fais des études plutôt tranquilles. Là, je suis tellement d'accord avec toi. Tu fais des études tranquilles, t'es moyen, bah t'arrives à la Sorbonne, c'est hyper coté en dehors de Paris, à Paris pas trop, sauf si t'es dans le droit. Oui, c'est vrai. Mais si t'as 10 tout le long en fac, en DUT, Tech de Co, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, et si t'as 10 tout le long, en fait, tu finis à la Sorbonne. Alors que tu vas dire ça, les gars, chez moi, que t'es à la Sorbonne, ils te prennent pour le... Même à l'étranger, c'est une super université. Exact. Et donc à Paris, bah, tu as cette chance-là de très vite d'être planqué sans avoir non plus un QI exceptionnel, sans avoir travaillé de fou. Et je me dis, putain, il y a une injustice, quoi. Moi, je veux pas que ma famille, j'ai envie d'en sortir, quoi. Donc c'est plus ça, plus que moi. Moi, je savais que j'allais pas finir à l'usine. Tu fais des études, naturellement, tu t'y vas pas, quoi. Mais voilà. Donc c'est plus me dire, pour ma famille, c'est mort, hein, je veux pas ça, quoi. Et t'as pas... tu t'es pas dit, je peux poursuivre un peu quand t'étais chez Nestlé dans ce confort-là, justement? La prise de risque, elle t'a pas... Non, pourtant, on me proposait des trucs très vite, on me proposait des trucs pour monter à un niveau où on n'est pas censé le proposer sans jeter des fleurs. On me proposait. Et ça me faisait pas kiffer, quoi. Ouais, Moi, je me rappelle. le Excel PowerPoint qui t'a trauma. Ouais, et il y a un gars aussi qui m'a trauma. C'est qu'il s'occupait du. Désolé si Nestlé écoute, parce que je m'entendais bien avec certains, mais il s'occupait du packaging de Choc à Pic. Et il était hypé par faire ça, tu vois. Prendre des photos, packaging. Et je me dis, putain, c'est pas là où je veux être. C'est mort. J'ai pas envie d'être entouré de gens qui sont hypés par prendre une photo d'un packaging Choc à Pic, c'est mort. Et donc, plein d'éléments qui fait que, ouais, après, tu entreprends. Aujourd'hui, il faut plus le dire, mais moi, The Family m'a donné énormément envie d'entreprendre. À l'époque, c'était fou. Même si aujourd'hui, c'est plus, voilà,
Et de le dire, c'est quasiment. Et c'est quoi? C'était l'appât du gain, le fait de la liberté de se dire, en fait, je maîtrise un peu mes choix. Ouais, côté rebelle, donc déjà, quand tu es dans une organisation comme Nestlé, c'est dur. T'as l'agnac et t'as envie de mettre ton énergie pour Ouais. toi. T'as l'indépendance financière qui, en vrai, même si peut être un accélérateur de dingue sur l'entrepreneuriat, même si j'avoue que si t'as des études, t'as quand même d'autres moyens de t'enrichir plus rapidement, plus facilement, notamment en banque d'affaires. Mais c'est pas donné à tout le monde. Mais du coup, tu as ce côté rebelle, énergie. Je suis très curieux et il y a peu d'endroits où, même je pense, VC, ça marche, ou dans l'entrepreneuriat, où tu touches à autant de sujets. Tout le monde le sait, mais c'est trop agréable. Alors qu'encore une fois, dans un grand groupe, tous les 3 ans, tu vas faire le même taf. Tu vas upgrade un peu ton taf, mais ça sera globalement à peu près le même avec plus de responsabilités. Alors que là, moi, je me régale. Tu parlais au quotidien, comment tu trouves l'énergie. En vrai, je touche tellement de sujets différents que ça me fait trop kiffer. C'est trop bien. Et je pourrais avoir une lassitude à un moment donné où je fais tout le temps la même chose, tout le temps ton pipe, tout le temps ton truc, vraiment ça me ferait chier, je pense. Je sais plus si je t'ai posé la question, mais tu vois, la perception que j'ai, moi, en tant qu'investisseur d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui gère des galères quotidiennement. Et son job, c'est de trouver des solutions aux galères qu'il rencontre. Et toi, pourtant, en ce moment, c'est quoi tes grosses galères du moment en tant qu'entrepreneur? Ouais, des galères, effectivement, t'en as plein. Encore plus quand tu fais du hardware. T'en as encore plus. Non, les galères, de toute façon, quand t'as levé, c'est toujours l'accélération. C'est comment tu diminues les cycles de vente, comment tu augmentes les paniers moyens, comment tu t'assures que ceux qui soient délivrés. Et en vrai, c'est des sujets de tous les jours. Toujours des sujets humains. Je suis pas très bon pour ça, bizarrement. Je sais pas si c'est Le bizarre. sujet RH, du coup, avec la team. Ouais, parce que je suis trop entrepreneur pour parfois réussir à faire preuve d'empathie, me mettre de l'autre côté. Et en plus de ça, pas que entrepreneur, le fait d'avoir vu énormément de gens galérer au taf, quand je suis à Station F, dans des environnements de zinzin, et quelqu'un se plaint des conditions, pour moi, il y a un 10, j'arrive pas à l'entendre. Alors pour autant, le but, c'est pas de critiquer pour critiquer. J'essaie d'être hyper solidaire avec mes équipes, mais je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui gère le côté humain là-dessus. Parce que moi, je sais ce que c'est un travail qui est dur, tu vois. Saint-Etienne, c'est ville minière et tout. C'est pas Station F. Station F, c'est Disneyland. C'est Disneyland. C'est fou. C'est un confort de vie de dingue. Il y a des rampes et des toboggans. Ouais, et rampe toboggan. Enfin, il a fait Cheetah avec des barbes à papa. Chill. Alors oui, des fois, il y a un peu de bruit. Des fois, il y a enfin. Et donc, sur ces sujets-là, parfois, je préfère mettre quelqu'un qui gère ce sujet-là pourtant. Je donne de l'énergie au quotidien à tout le monde. Enfin, je crois, j'espère. Donc t'es meilleur dans d'autres sujets, donc t'as délégué. Ouais, exact. Ouais. C'est bien, non, mais c'est une grosse qualité, oui. puisque tu aurais pu en fait, te dire non, c'est moi le chef et c'est moi qui dirige. Ouais. En fait, tu te dis, ok, je considère que j'ai des compétences à exploiter dans d'autres domaines, donc cette partie-là, je vais la confier à quelqu'un. En plus, ça me fait pas kiffer. Voilà. Mais c'est une question. Je sais pas comment je suis perçu par les équipes et par d'autres personnes. Mais je pense pas. Je suis jamais dans une posture où je dirais c'est moi le chef, c'est moi qui décide et tout. Moi, j'ai pas d'ego. Si quelqu'un est meilleur que moi, il prendra une meilleure décision. À la fin, c'est toi qui es responsable, donc tu dois trancher parce que s'il y a une problématique, c'est toi qui. Voilà, mais globalement, j'impose jamais juste par le statut de fondateur, CEO, quoi que ce soit. C'est soit on convainc, soit on modifie. Je me dis pas tais-toi, c'est comme ça, pas autrement. Et justement, qu'est-ce qui te fait kiffer là? Alors rencontrer des gens smart, closer des deals, lever des fonds. Pourquoi? Parce que c'est des nous exercices. Aussi, c'est ça qui nous fait kiffer. Closer des deals, lever des fonds. C'est ce que c'est des exercices où tu as un besoin d'intensité de dingue, tu as besoin d'une rigueur de dingue, d'un tempo, tu as besoin d'être bon, tu as besoin d'être excellent face à un marché où il y a énormément de gens. Et donc, c'est un peu la Champions League, tu vois. Donc ça me plaît. Ça me plaît, il y a beaucoup de dopamine. Je pense que j'ai été biberonné à la dopamine parce que j'ai joué aux jeux vidéo beaucoup trop dans ma vie, je crois, quand j'étais plus jeune, parce que tu es dans un environnement où t'as pas le Louvre tous les 100 mètres. Et donc, t'es vite... en tout cas, je sais pas si c'est une raison. Je sais pas s'il y a une corrélation entre jeux vidéo et province. Bref, un autre débat. Et du coup, j'étais biberonné à dopamine. Et donc, tout ce qui touche à la dopamine me fait kiffer. Et du moment où il y en a pas, je perds d'intérêt, quoi. Voilà. Un peu de sport, peut-être? De temps en temps. Pas assez. Vraiment pas assez.
Ouais, mais du coup, typiquement, le sport, j'essaie de courir, mais je m'emmerde. Parce qu'il n'y a pas de dopamine dans la course. Ou alors, il faut l'avoir au bout de 40 minutes. Ouais. Tu vois. peut-être. Alors que le foot, tennis, paddle ou tout ce que tu veux, bah, tu as de la dopamine directe. Et j'ai grandi avec 2 grands frères où on jouait tout le temps. Il fallait toujours gagner l'autre, quitte à l'insulter, le narguer, etc. Donc, du moment où j'ai pas d'adversité et que je joue que contre S'il moi-même, n'y a pas de compète, pas de compète et que je cours contre moi-même, j'essaye, tu vois, mais Ok, ouais, il te faut un tous les truc 6 mois. collectif. Ouais, exactement. il faut un truc où il faut Ouais, gagner. Ouais, il faut faut qu'il y ait gagner. un adversaire à battre. Ouais, exactement, exactement. Et à Chambray, je suis mauvais gagnant. Pas mauvais perdant, mais mauvais gagnant. Ça veut dire quoi? Bon, Bah, avec 2 grands frères. Enfin, en fait, à chaque fois, on chambrait constamment. ouais. Donc, tu gagnes en maturité. Typiquement, on fait des jeux, parfois, des activités avec l'équipe. Moi, je suis pas là à les narguer quand je gagne, tu vois. Et inversement. Mais du coup, quand je perds, je suis plutôt chill. Mais quand je gagne, je peux chambrer, quoi. Ok. Après, j'essaie de doser parce que ça plaît pas à tout le monde. Il y en a certains, ils n'aiment pas. Faut s'adapter au Tu profil. sais que ça me manque énormément d'être en capacité de chambrer, par exemple. Parce que pareil, tu vois, tu as des liens directs en cité, en fait, t'es obligé de chambrer. T'es obligé de chambrer. Sinon, t'es pas quelqu'un. Tu vois, et ça me manque, en fait, Ça cette se perd un capacité. peu. Dans le monde pro, en tout cas, ça se. Ouais, dans le monde pro, et Faut doser, ouais. c'est trop. Ça dépend les tout est tout sensibilités de propre, chacun. en fait. Mm. Voilà. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a un truc avec la fratrie ou cité, parce que moi je connais des gens qui sont fils uniques, bah, ils ont beaucoup moins l'ADN du chambrage, tu vois. Mm. Ils n'ont pas ce truc-là, parce qu'ils ont peut-être moins joué ou autre. Je pense que du moment où tu prends des fratries de 4-5 personnes, c'est sûr que tu l'as. C'est évident. Et alors, si on rentre dans OneFlash, parce que les auditeurs qui ne connaissent pas et qui nous écoutent savent pas trop qu'est-ce que c'est. Alors, on part toujours du pain. Quand on a créé OneFlash, on s'est rendu compte que les gens étaient toujours en manque de batterie. En 2019-2020. Ouais, exactement. J'en voyais de partout. En cours, bar, resto, soirée, festival, absolument tous les cas d'usage et sur tous les types de profils, que ce soit étudiant, mère de famille, père de famille ou quoi. Et donc, je voyais cette problématique-là qui était adressée qu'avec des batteries Amazon qui étaient lourdes, encombrantes, qui ne fonctionnaient pas et où tu devais te brancher à une prise. Donc, ça vient t'enlever la mobilité que le téléphone t'avait donnée. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on voit l'émergence du libre-service. Moi, j'étais parti aussi en Chine. Je vois les ballons de basket en libre-service. Tout est en libre-service là-bas. Parce qu'ils ont WeChat et Alipay. Donc, c'est 95% des Chinois ont WeChat et Alipay. Ouais. Donc, tu as zéro friction, un déverrouillage dans la ville. Tu n'as pas besoin d'application pour un vélo, etc. À Paris, c'est l'émergence des trottinettes et des vélos. Et donc, je me suis dit, OK, la batterie, c'est exactement l'objet en libre-service qu'on doit avoir. Parce que autant le Vélib, c'est bien, mais il y en a plein qui aiment avoir leur propre vélo. Autant personne ne se la pète avec sa propre batterie. Il n'y a pas de signe ostentatoire, voire même c'est l'inverse. Et donc tu la veux juste au bon moment, au bon endroit. Et donc on a décidé de créer le plus grand réseau de batteries portables en libre-service avec un concept simple comme Vélib. Tu as des bornes, tu viens flasher, ça déverrouille une batterie, tu cherches ton téléphone, tu peux la reposer 4 jours après dans n'importe quelle station du réseau. Si tu la reposes pas, il y a une caution. Voilà ce que c'est OneFlash. Et t'as pas de galère de gens qui la rendent jamais? Si, il y a une caution. Ok, mais tu t'y retrouves. Ouais, la caution elle est de 20 €. La batterie, tu peux l'acheter entre 9 et 13 €. Nous, on achète les plus chers parce qu'on a envie de la sécurité. Donc, tu achètes à 13, donc tu t'y retrouves. Le but, c'est pas forcément de gagner de l'argent avec la caution, c'est juste que les gens aient envie de la reposer. Ouais, bien sûr. Toi, ton but, c'est l'usage, un maximum d'usage. C'est pas de faire du CA sur de la vente de batterie, quoi. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, tes batteries, elles sont installées dans des magasins, dans des bars, dans des restos. Vous avez tout un réseau de partenaires? C'est hyper dense, qui est hyper riche pour quelqu'un qui est curieux, mais qui demande une agilité intellectuelle quand même, parce que tu peux autant proposer à un hôpital qu'à un centre co, qu'à Disney. Et donc, quand tu vas mettre tes arguments en avant, augmenter le temps de présence ou le panier moyen, à l'hôpital, tu vas plutôt parler d'adoucir le temps d'attente, diminuer les frictions avec la patientèle, avec les familles patientèles, avec le personnel. Donc, tu dois constamment t'adapter. Mais on a fait un focus quand même retail, donc centre co, GSA, GSA, c'est alimentaire, GSS et Decathlon Lorama par exemple, puisque 85% des consommateurs utilisent leur téléphone dans un établissement, dans un magasin. Ouais. Exact. Donc quand ils sont en rate de batterie, forcément c'est une problématique pour eux. Donc on a adressé cette segmentation en premier. Ensuite le transport, puisque c'est ce qui te permet de lier aussi ta vision avec la mobilité, de je la prends à Marseille, je la repose à Paris. Et après, voilà, il y a tous les lieux culturels, ça peut être la Tour Eiffel, Disney, en vrai, tous les lieux à forte densité. Et après, tu peux redescendre quasi au bar, restaurant, boîte de nuit, où il peut y avoir aussi de l'usage. Ok. Et donc là, vous êtes implanté sur le territoire français? On est sur 11 pays. On n'a pas besoin d'avoir
n'a pas de bureau dans les 11 pays, on a des stations dans 11 pays. Souvent, c'est les clients qui sont satisfaits en France qui nous développent à l'étranger, typiquement Ikea, qui nous a développé sur 11 pays. On a une personne qui développe l'international, donc on a des aéroports à l'international comme Schiphol, qui est le 3e aéroport européen, par exemple, à Amsterdam. Et voilà, on a pas mal d'autres aussi, des centres co. Des fois, on a de l'inbound sur un karting en Espagne, t'as un peu de tout étranger. On n'a qu'une personne qui gère l'international en tant que sales, et on est 4-5 côté France, donc on a quand même plus d'activités en France. Et la vision, c'est quoi? Ça devient intéressant. Où est-ce que tu veux aller? Ouais, la vision, je pense qu'on pose souvent la question, j'évolue au fur et à mesure des années. Je pense qu'il y a la vision de l'entrepreneur, ce qu'il veut faire, et de la boîte potentiellement. La boîte, je pense que c'est simple. C'est permettre à tout le monde de recharger n'importe où, n'importe quand, n'importe quel smartphone, diminuer la surconsommation de lithium, de câbles, et de faire en sorte que demain, à moins de 500 mètres, tu puisses recharger facilement avec des batteries qui soient recyclées, etc. En tant qu'entrepreneur, moi, la vision, ce qui me passionne, c'est le fait d'apprendre. Donc en vrai, c'est quasiment ta croissance. Parce que plus tu crois, plus tu vas toucher à des niveaux de connaissances qui sont différents. Parce que du moment où tu stagnes, tu te fais chier parce que tu fais la même chose. Donc, si tu passes de 20 à 30 à 50 à 80, tu ne toucheras pas la même chose. Si tu pars sur l'international aux US, tu n'apprendras pas la même chose. Donc en vrai, moi, ce qui m'anime, c'est de faire grossir cette boîte pour toucher un maximum de sujets avec le point le golden point capitalistique qui est à savoir l'IPO. Et si un jour tu touches à ça, en fait, tu as touché quasiment à toutes les actions de la croissance d'une boîte. Et donc, moi, j'ai envie de décrocher chaque palier, quoi. C'est ça qui m'anime. Tu pensais que ça deviendrait si gros en 2019 quand tu as créé OneFlash? Moi, j'étais zinzin en 2019. Je pensais que j'allais être milliardaire en 2 jours. Donc, non, je pensais que ça allait être beaucoup plus Donc, gros. t'es en retard sur ton... sur le BP mental, complètement. Non, mais quand tu connais pas l'entrepreneuriat, moi, je me souviens, je voulais partir lever des fonds au bout du 2e mois parce que je me dis, bon, je vais faire un deck. Tu sais pas comment ça marche. J'envoie et hop. Et j'en vois encore des plus jeunes qui, après 2 semaines d'idéation, qui disent je vais lever des fonds. Ça marche pas comme ça. Sauf quand t'as le nom, machin, bref. Et c'est quoi le plus gros mur auquel t'as été confronté pendant toute la vie de la boîte? J'ai pas eu un gros mur. En général. C'est une étape vraiment difficile où t'as ramé, quoi. Non, pas une en particulier. En fait, tu galères à chaque fois. Pour le coup, il n'y a rien de facile, à l'inverse. C'est que pour recruter, tu vas galérer. Pour lever tes premières levées, tu vas galérer. T'as eu plein de galères, mais il n'y en a pas une qui sort de l'eau, structurer la tech, tu galères sur tout, en fait. Donc, petit à petit, tu structures. J'imagine. Recrutement, c'est un enfer. En plus, l'humain, c'est pas ce qui te... Non, mais pour le coup, pour tout le monde. Ouais. Recrutement, t'as rencontré un petit jeune recrutement qui est en train de permettre à des boîtes de recruter plus facilement, moins cher, mais recrutement, c'est un enfer, ça coûte une blinde. Moi, j'avais rencontré la DRH de Randstad quand j'étais à Station F. Donc, il y a, je pense, peu de gens qui ont pu se recruter qu'elle, une boîte intérim DRH. Elle me dit, avec l'expérience que j'ai, je suis à 55% de réussite sur mes recrutements. Donc, quand tu apprends ça, en vrai, tu dis, bon, quoi qu'il arrive, ça va être galéré. T'as beau faire tous tes scorecards, tout ce que tu veux, en vrai, c'est dur. Et limite, moi, je suis dans un mood maintenant, plus tu recrutes rapidement, mais stop très vite. Et n'aie pas de feinte, au bout de 2 mois, tu as des KPI. Et si l'intensité, elle n'est pas mise, t'arrêtes. Mais franchement, tu joues à la roulette sur le recrutement. C'est trop dur. Voilà. Et t'as jamais eu peur de perdre le contrôle ou des phases d'accélération qui étaient peut-être trop rapides? Non, pas. J'aimerais avoir ce truc-là. Pas encore. Mais je me suis déjà mis dans la tête des gars de Lovable là, qui ont levé des 200-300 millions. Et je me dis, bordel, qu'est-ce que tu fous avec 300 millions day one? Genre, comment il s'appelle le français qui a levé 1 milliard. Cool. De Ami Labs? Ouais. Yann Lequin? Ouais. Tu fais quoi avec 1 milliard? Tu fais quoi, putain? Dans un moment comme ça, là où je me dirais, ouais, là, j'avoue que même si j'arrive par un miracle à lever 100, 200, 300 millions, sauf s'il faut acheter des machines qui coûtent 200 millions, mais bon, là, c'est ton matos. Je dis, là, tu commences par quoi, tu vois? Les affiliés, t'as fait le virement? Waouh! Parce qu'en vrai, 3, 4, 5 millions de levée, tu peux pas non plus faire le fou. T'as recruté 10 personnes sur 18 mois, sur 24 mois, tu vas commencer à les cramer. Donc, tu t'es pas encore dans une phase où tu perds le contrôle, tu maîtrises 10 recrutements. Mais c'est si un jour on me dit, voilà, ça pète, on pose 50 millions sur la table et il faut que tu recrutes 400 personnes d'un coup, ouais, là, je me dis, waouh, faut y aller, quoi. Et tu l'as vécu comment, toi, la levée de fonds?
C'est un exercice que j'adore, puisque c'est un exercice de vente, d'intensité, de niaque. Mais ça a été très dur parce qu'on fait du hardware, en vrai. Je sais pas si les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit ça, histoire de... Après, je sais pas si les vraies raisons de refus sur la plupart des fonds d'investissement. Parce on a levé quasiment qu'avec des BA. Ok. Enfin, on a levé qu'avec des BA. On a 90 personnes, 95 personnes au capital. Alors, c'est énorme. Enfin, je pense pas qu'il y a beaucoup de, de cap table avec 95 personnes. Parce que je pense que le hardware, tu as des coûts initiaux qui fait que ta scalabilité est moindre que du SaaS, qu'il faut déployer toujours des stations et des opérations. Et en vrai, même si sur le moment, tu es un peu vénère, les fonds d'investissement, c'est tous des débiles, machin, etc. En vrai, tu comprends. Tu comprends, tu n'as pas les mêmes rentabilités. Alors peut-être que tu as plus de sécurité, parce que j'ai vu des gars lever des sommes de dingue et en 18 mois, ils sont morts, il n'y a plus rien. Nous, t'es quand même un peu plus safe, que tu as du matos, t'es installé sur des contrats temps long. Mais une fois que tu essaies de comprendre la vraie loi des fonds d'investissement, à savoir chercher la power law et de chercher le mec qui va faire du x100, bah, tu comprends que c'est le SaaS qui joue ce jeu-là, quoi. Donc, mais tu apprends énormément sur ton business, sur les chiffres, sur Et comment tu t'es fait on va... accompagner un peu en amont 2 premières levées, non. Après, tu demandes toujours des conseils. Autour de toi. Ouais, je demande toujours des conseils à un maximum d'entrepreneurs, à des gens qui ont levé, pour essayer de comprendre ce que va chercher un investisseur. Tu vois, c'est pas clair au début pour tout le monde que les mecs veulent faire x10 ou autre. Ou pas x10, mais en tout cas d'aller chercher ces multiples-là. Mais une fois que tu dis x10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, s'il met 5 chez toi et que tu vaux 25, il veut ressortir avec 250 millions. Une fois que tu sais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire 250 millions, il faut que tu arrives à faire peut-être 30 millions de marge. Peut-être pour vendre 30 millions de marge, 40 millions de marge. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses 100 millions de chiffre d'affaires. Donc là, tu te remets sur ta table, tu dis, OK, comment je fais 100 millions de chiffre d'affaires? Et c'est là où tu te rends compte que c'est quand même compliqué, tu vois. Donc, t'en veux pas à l'investisseur qui met pas des billes chez toi parce qu'en fait, tu n'arrives pas à lui montrer que tu peux faire 250 millions. Donc, tu apprends plein de choses et tu rôdes ton discours aussi. Tu deviens une machine. Nous, on a 80 BA. Donc, en général, tu fais 2 collabs peut-être avec des BA en moyenne. Plus tous ceux qui ont dit non, j'ai peut-être pitché 600 fois. 700 fois. Genre, c'est vraiment énorme. Alors, j'avais des journées où je pitchais 8 fois le même truc, où je me présentais, oui, avec mon cofondateur, machin. Et le mec il me dit, ça, tu me l'as déjà dit. Et je sais même plus ce que je me rappelais même plus du début. Je me rappelais même plus du début, tu vois. Tu débitais ton truc. Et il y a un mec qui a investi 50 000, je me souviens, il me dit, j'investis chez toi parce que ça a l'air carré et tout. Mais qu'est-ce que t'es antipathique? Et franchement, pas moi. Genre, j'ai de l'énergie, smile. Je suis ingénieur. Ouais, j'aurais pu le jouer comme ça. Mais j'avais enchaîné trop de calls et je pense qu'il n'y avait plus d'émotions qui sortaient. Quoi. Il a vu en fin de journée, t'étais rincé. Ouais, j'ai tracé. Mais du coup, ça peaufine ton discours et même après, côté sales, ça te sert pour recruter. Ce que tu dois tout le temps vendre. Quand tu recrutes, tu vends. Quand tu vas à la banque, tu vends tout le temps. Donc en vrai, ça affine énormément ton discours. Voilà, j'ai bien aimé. Mais pour moi, c'est quasiment comme un rendez-vous commercial. Toi, tu l'as eu ce pitch, Sam? De nombreuses fois. Nombreuses fois. Et il n'a pas voulu de nous. Ouais, on va le tourner comme ça. Tu peux se dire oui maintenant. Si qui veut de qui? Anthony. Ouais, exact. Bon, on verra. Mais ouais. Il y a eu des moments où tu as eu envie de jeter l'éponge? Non. T'en avais marre, non? Parce que ça fait quoi, 2020 et ça fait 15 ans? Non, jamais eu de moment où je me dis jeter 5 ans, pardon. Les maths sont mauvaises. Ouais, non, t'inquiète. Ça... Le mot, je sais pas, ça va vite en vrai. Non, jamais. Non, en tant que l'aventure est belle, et t'entourer des gens smart, que ça progresse, pourquoi t'as pas envie de jeter l'éponge? Pas du tout envie de jeter l'éponge. Je pourrais un jour en avoir marre si encore une fois je fais la même chose. Je vois plus de croissance. En vrai, je laisse la place, tu vois. C'est pas mon... Enfin, pour moi, il y a beaucoup qui disent mon bébé, je suis attaché, etc. Moi, je suis amoureux de l'aventure, de tout ce qu'on vient y ramasser en apprentissage. Si du moment où tu n'as plus rien à ramasser, ton arbre, il n'y a plus de fruits, moi, je m'emmerde, quoi. Je mets quelqu'un d'autre. Je laisserai, comme il n'y a plus de salaire, merci, au revoir, et voilà. Donc non, pour l'instant, je kiffe l'aventure, jusqu'à qu'elle grandisse. Donc, il faut la faire grandir. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'un projet comme Time4 aurait pu t'apporter que tu n'avais pas à l'époque? Je me rends pas trop compte à l'époque à quel point l'entrepreneuriat était développé et à quel point il y avait... Tu vois, on parlait de The Family, qui pouvait apporter pas mal. Et tu vois, est-ce qu'un projet comme Time4 aurait pu te permettre, je sais pas, d'accélérer plus vite, d'avoir un accompagnement un peu plus cadré? En vrai, je sais pas. Est-ce que tu as manqué de...
il y avait énormément de ressources. Je sais pas si The Family, t'étais dans l'écosystème un peu. Genre, t'avais un nombre de ressources de zinzin. Genre, c'était des vidéos d'1 h 30, 2 heures. T'en avais des dizaines, des centaines, coups En d'état. gros, ça te permet de comprendre que c'est possible, d'une certaine manière. Mm. Et ça te donne les clés pour démarrer Exactement. The Family. Donc tu t'es vachement appuyé sur toutes ces vidéos. Ouais, parce que quand tu es au début, tu as l'impression que c'est aller loin là-bas. Le premier pas qui va être loin. Et en fait, comme beaucoup, on buvait ses paroles, en fameux gros. Mais des trucs qui marquent, qui sont encore vrais. Même si les paradigmes ont quand même changé. On reviendra peut-être après pour l'IA, mais t'as zéro excuse pour te lancer, typiquement, sans faire du développement personnel à dessous. Moi, je dis, bah oui, il me faut ma station de batterie, il faut que ce soit connecté, etc. Et donc, je me dis, ok, en fait, pas d'excuses. Achète des batteries sur Amazon, va voir le bar et les restaurateurs, demande-leur si tu peux vendre 1 euro la location auprès des gens le soir, mais si tu n'encaisses pas, tu veux juste voir s'ils sont prêts à payer, et vois s'il y a un besoin. Donc, en fait, tu peux vite te lancer. Ensuite, va voir des premiers clients, montre-leur des photos de ce que ça va être, parce que finalement, quand tu fais une présentation commerciale, tu montres un visuel, tu l'as pas forcément là-bas. Donc en fait, tu peux déjà tout vendre et tout tester, toutes tes hypothèses, avant même de lancer un cabis ou je ne sais quoi, tu vois. Donc pas d'excuses, tu peux vraiment te lancer. Et encore plus aujourd'hui, je me rappelle à l'époque, il y avait des rencontres pour rencontrer des CTO, parce qu'il y a plein de mecs comme moi qui avaient l'idée mais n'avaient pas de CTO. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de CTO. Donc là, n'importe quel mec qui a une idée, j'ai beaucoup de mecs, mais tout le monde, n'importe quelle personne qui a une idée en tête et qui veut la tester, en 4 heures, il l'a. En 4 heures, il peut montrer un prototype, tu vois. Alors qu'avant, il fallait quand même aller sur Figma ou PPT, dessiner ce que tu voulais. Et donc, je trouvais que ça enlevait toutes tes excuses à la con de j'ai pas d'argent, je sais pas faire, etc. Et dernier exemple qui était trop bien, c'était tous les entrepreneurs des années 2010 voulaient lancer, ont déjà eu l'idée de lancer une application pour t'aider à te garer dans la rue, pour des places vides. Et donc aux US, c'était je crois 1 heure, 1 heure et demie à New York pour trouver une place. Et donc au lieu de développer une application pendant 24 mois sans savoir s'il y a un besoin, les mecs ils ont pris une pancarte, ils ont mis $10, ils se sont mis sur des places vides et en fait ils attendaient de voir si les gens étaient prêts à payer $10 pour prendre la place. Et ils montraient qu'ils prenaient 2 000 à 3 000 euros par rue, que s'ils avaient cette rue, il y avait plus. Et donc en fait, tu peux montrer déjà un besoin avec une pancarte, un carton et un stylo. Et donc The Family t'aidait à te lancer là-dedans. Et je pense que du coup, Time4 peut aider à se rendre compte qu'en fait, tu as zéro friction à l'entrepreneuriat. Ça n'a jamais été aussi bas. Ça coûte rien d'entreprendre. Et à un niveau en plus assez élevé. Alors, tu n'es plus avec un carton aujourd'hui. Tu peux montrer une app fonctionnelle avec les authentifications. Les bases de données. Base de données. Donc, mais se pose la question aussi de est-ce que c'est un vrai conseil pour Time4 ? Parce que finalement, c'est un conseil que tout le monde peut avoir. Je ne sais pas à quel point dans les cités, dans les quartiers ou autres, ces informations sont déjà reçues. Est-ce qu'ils ont déjà ces informations de ces simples d'entreprendre, tu vois ? Et donc, dans ces cas-là, votre rôle, c'est d'essayer de faire le médium pour eux. J'en sais rien. Là-dessus. Et après, non, je pense qu'il y a un truc qui est hyper important de comprendre, c'est d'essayer d'aligner le niveau d'intensité que tu es prêt à mettre avec le reward que tu veux. Parce que souvent, tu sais pas trop ce que tu veux, riche, pas riche, j'en sais rien. Mais tu mets pas le niveau d'intensité nécessaire pour l'avoir. Donc, est-ce que ton but, c'est de gagner ? Parce qu'en vrai, quand tu viens de quartier haut, tu gagnes 3 000 euros par mois, tu es déjà content, il y en a beaucoup qui signent. Ou est-ce que ton but, c'est de gagner 10 millions ou 100 millions ? Donc, en fait, gars, si tu veux 10 millions, moi, je pense que c'est à peu près facile de les avoir, à condition que tu fasses 85-90 heures par semaine, et ce pendant 3 ans minimum. Genre, je suis sûr que si tu tapes ce niveau d'intensité-là, au bout de 3 ans, ça commence à péter. C'est sûr, je vois pas un monde où ça marche pas. Mais du coup, est-ce que tu es prêt ? Ça veut dire que c'est... Je sais même pas quelle heure ça fait, mais ça fait du 8h, 22h. Le samedi, tu bosses, le dimanche, tu bosses. Est-ce que tu veux ça ? Ah bah non, moi j'aimerais bien garder mon samedi et mon dimanche. Ok, bah tu peux pas avoir ce niveau de reward. Peut-être ton niveau de reward, ça sera peut-être 100 000 euros de revente dans 5 ans. Et je pense que c'est bien d'aligner pour être conscient de l'intensité qu'il faut en fonction du reward qu'on veut avoir. Parfois, je pense qu'on... Voilà. Je sais pas si tu partages ça. Non, complètement aligné. Le sujet, c'est finalement, c'est comment tu arrives à réfléchir de façon très stratégique aussi. Tu peux mettre autant d'énergie que tu veux, mais si tu vas pas dans la bonne direction, forcément, tu vas taper un mur. Tu vois ? Alors que si tu te dis, OK, je vais commencer à courir, je vais prendre 2-3 murs, c'est pas grave, je vais commencer à comprendre finalement dans quelle direction je dois courir. Et là, tu vas commencer à gagner en vélocité, tu vas courir de plus en plus vite, gagner tes premiers clients.
Et potentiellement, là, tu peux aller faire le 100 millions, mais parce que tu as déjà, d'une certaine manière, échoué aussi sur le chemin. C'est vrai. Pour moi, je suis quasiment sûr que si tu bosses vraiment 90 heures par semaine, ce qui est beaucoup, je pense que je vois pas un monde où tu réussis pas, même si tu le fais mal. Alors j'ai essayé sur cette hypothèse, j'ai essayé de la calquer sur un business le plus simple du monde. Je me dis, même si tu vends des crêpes dans Paris, ok, rue Rivoli, tu vends des crêpes. C'est un business ultra rentable, ça. Ouais, ça m'étonne pas du tout. À 6 balles la crêpe pour 10 centimes. Je me dis, même si tu vends des crêpes, si tu fais comme tout le monde, tu commences à 10h, parce que les gens s'arrivent à 10h, et que tu finis à 16h, bon, bah, tu feras ton chiffre d'affaires comme toutes les autres crêperies qu'il y a. Mais si tu commences à 6h, il n'y a personne. Donc tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à observer, tu vas commencer à te rendre compte qu'en fait, c'est les mecs de BTP qui sont là à 6h, donc tu vas commencer à vendre du café davantage, avec des gobelets spéciaux pour aller. Et je me dis qu'en fait, plus tu mets d'intensité, plus naturellement, c'est dur de se lever à 6-7 heures pour bosser, c'est dur de finir à 22h, donc tu vas pas te rouler les pouces. Et naturellement, ton cerveau, il va commencer à embriquer. Et à peu près sur n'importe quel business, je pense que tu commences à 6h, tu finis à 22, 6 à 7 jours sur 7, et ce pendant 3 ans, tu peux pas fail. Et après, est-ce que tu le fais? Et si tu as quelqu'un qui met la même intensité que toi et vous êtes sur le même marché, qu'est-ce que tu suggérerais de faire à cette personne-là? Bon, déjà, la probabilité est faible. Parce que des gens qui bossent à ce niveau-là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais je pense que je me mets dans cette situation, il y a un mec qui est meilleur que moi, qui met la même intensité. Je pense qu'en fait, naturellement, je vais voir qu'il mange de la part de marché ou qu'il gagne du business sur un secteur. Et naturellement, je vais orienter mon produit pour m'en détourner. Tu vois, je vais pas arriver frontal. Enfin, en fait, tu perds 3, 4, 5 défaites, tu n'y retournes pas, quoi. Enfin, en tout cas, tu peux y retourner, mais tu vas essayer d'être plus malin pour. Donc, je pense que naturellement, le cerveau, il t'amène à te dire on va changer le produit, changer la segmentation, changer la manière de faire l'offre. Comment je me différencie Ouais. Comment j'apporte de la valeur à mon client. Naturellement, je pense. Donc, je vais mettre des bananes dans les crêpes. Ouais, exact. Je pense que naturellement, tu testes, tu vas avoir des conversations, parce qu'en plein rush, à 10h, tu peux pas, mais à 6h du matin, il va y avoir des conversations. On se rend compte qu'à 8h, il y a les mamans, papa qui amènent les gamins. Que les gamins, ils ont pas. Très vite, tu vas penser à du business, je pense. Et donc voilà, l'intensité. Et la personnalité, est-ce que typiquement, tu vois, peut-être j'ai du mal à vendre mon service. Ok, je sais conceptualiser un business, je sais courir vite, mais en fait, je sais pas me vendre. Je sais pas vendre au prix qu'il faudrait vendre mon service. Est-ce que toi, tu as des conseils pour ces gens qui doutent parfois de leur propre capacité? Parce que tu as beaucoup ça aussi dans plein d'environnements, notamment dans des quartiers ou en ruralité. En fait, très vite, tu te dis, ok, j'ai échoué 2 fois, 4 fois, 5 fois, c'est bon, c'est pas pour moi. Et pour autant, la personne, elle a peut-être toutes les qualités nécessaires pour entreprendre. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de conseils qui sont universels dans l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui sont très spécifiques. Mais pourtant, il y en a 2-3 qui sont universels. C'est l'intensité. Et l'autre, c'est parler à ton client. En fait, c'est la seule chose que tu dois faire. C'est la seule chose que tu dois faire. Moi, je prends souvent comme métaphore. Imagine, trouve un resto. C'est toi qui dis aux gens de venir. Et au hasard, tu dois lui faire à manger. Et ça doit lui plaire. La probabilité est hyper faible. Sauf que le mec, il n'a pas faim, il n'a pas d'argent. Il est vegan, il est machin. Et donc, en fait, la seule chose que tu dois faire, c'est est-ce que vous avez faim? Sur 1 sur 10, vous avez énormément faim, petite faim. Est-ce que vous êtes sur quelque chose de frais? Est-ce que vous avez des allergies? Et en fait, tu poses des questions. Donc, si tu arrives comme un bourrin en essayant de faire tout le monde, donc ramener sur ton produit, si, prenez. Et donc, le gars qui galère à vendre son produit, la seule chose qu'il doit faire, c'est parler à son client. Qu'est-ce que tu imaginerais? À partir de quel moment tu serais prêt à payer? C'est quoi? Et en fait, même s'intéresser un peu plus en profondeur. C'est quoi tes problématiques au quotidien? Et en fait, moi, je le vois, quand je vends des batteries portables en libre-service à Carrefour ou autre, il n'y a pas un qui me dit c'est la batterie. Donc, il faut creuser. Il faut essayer de comprendre jusqu'où l'expérience client va aller, jusqu'où c'est le temps de présence, jusqu'où c'est le concurrent. Le bénéfice, en fait. Le bénéfice. Il faut creuser à fond. Et en fait, je pense que c'est un conseil qui ne sert à rien de donner parce qu'on partira tous quand on est jeune avec l'idée qu'on a raison et notre business est sûr parce que j'ai déjà expérimenté chez moi, donc tout le monde a ce besoin-là. On va tous partir avec Mais en fait, du moment où tu affrontes ton produit face au marché, la probabilité pour que tu vises juste Day One est tellement faible. Tellement faible. Et c'est pour ça que souvent, il y avait les deux théories françaises-américaines. En France, on développe pendant 24 mois, on va vendre et on se prend une tarte parce que ça plaît à personne. Aux US, ils vendent et ensuite ils développent. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, t'as pas beaucoup de temps, t'as pas beaucoup d'énergie
pas beaucoup de ressources. Il faut vendre ton produit. Donc, pour vendre ton produit, tu demandes ce qu'ils veulent, tu le fais et voilà. Et mieux que les autres. Ouais. Tu as évoqué un peu l'IA, comment ça rebat les cartes aujourd'hui? Et ben, typiquement, je business. m'interroge beaucoup sur quel conseil on peut donner à chaque fois. Et je me dis, en fait, il faut une capacité intellectuelle de dingue pour bien comprendre un conseil. Parce qu'un Simontini qui va te donner un conseil, c'est de la part d'un scope, d'un mec qui a fait une application, c'était il y a 10-15 ans. Donc, en fait, tout ce qu'il a emmagasiné, c'est sur un scope très précis. Ouais. Typiquement, il y a un des conseils qui était génial, qui était donné par The Family, c'était si tu sors ton produit et que tu n'en as pas honte, c'est que tu l'as sorti trop tard. Tu dois te sortir très vite, shipper pour avoir des retours clients et l'améliorer. Sauf que ce conseil-là, qui était parfaitement valable et qui était trop bien même pour arrêter de perdre des ressources tech, aujourd'hui, il est obsolète parce que l'IA, justement, permet de shipper à un niveau de qualité de dingue qui fait qu'aujourd'hui, ce que tu dois shipper doit déjà être parfait. Le niveau est tellement haut aujourd'hui sur n'importe quelle app, qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de shipper des trucs dégueulasses. Donc, je pense que l'IA rabat ces cartes-là, rabat encore une fois la place des équipes tech. C'était les rois du pétrole pendant 20 ans et aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Bien que j'avais écouté un podcast d'Alexis de Kima. Je pense quand même les grosses boîtes qui vont lever, c'est quand même des gros nerds. Pas de sales, vraiment. Gros nerds qui ont parlé d'agents ou de modèles. Donc je pense que le high, t'as les meilleurs. Mais je pense que globalement, ensuite la masse, ça va plutôt être des gens qui ont une bonne idée, qui font 10 prompts et qui ont un premier produit, quoi. Ouais, qualité d'exécution. Ouais, mais ça va être... Des fois, j'essaie de voir un peu, de me dire que ça va être quoi demain. Mais tu arrives à un niveau où tout le monde peut avoir le même produit. Ouais. Là, tu vois un concurrent qui a une plateforme, tu prends 4 screenshots, tu dis je veux la même chose, Le faire. c'est fini. Donc, est-ce que le meilleur sera le sales, finalement le meilleur sales, d'appeler au bon moment, etc. Mais à la fin, tu vas avoir le même produit. Oui, mais confiance, excellence et tout, c'est compliqué. Est-ce que ça sera la guerre des prix? Parce que du coup, vu que tout le monde peut faire la même chose, il y en a un qui se payera mieux que l'autre et donc ça sera plus dur de s'aligner en termes de prix, ce qu'il y a des charges. J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les mecs de cité, de quartier ou de campagne ou n'importe quel milieu de population, c'est une opportunité incroyable. Tu as besoin de personnes pour 20 € par mois. Tu peux créer ce que tu veux. Après, ce qui est t'as le revers de la médaille, c'est que l'intensité concurrentielle est décuplée. Ouais. Et pour le coup, ça peut venir du Vietnam, de Colombie ou n'importe où. Tout le monde a accès aux mêmes outils. Et donc, je sais pas comment on va se démarquer demain. Tu vois. L'hardware. Le hardware, ça c'est vrai que le hardware, on est tranquille, putain. Ça fait plaisir. Après avoir pris des tartes avec ça, c'est tout. On est pépères avec le hardware. Ça, c'est cool. Et ça, c'est cool de pas se faire grailler avec l'IA là-dessus. Et tu donnerais quoi comme conseil à un petit gars dans sa chambre à côté de Saint-Etienne qui hésite à se lancer? Pour moi, je dis, il n'y a qu'un seul conseil, c'est l'intensité. Bute-toi. Tu dois tout donner. Tu dois te faire mal. T'es sûr d'y arriver si tu bosses. T'es sûr d'y arriver. Et c'est sûr que... En fait, parfois, je me dis, ouais, et tout, c'est plus dur pour nous parce que tu viens de certains quartiers et tout. Mais je me dis, déjà, si tu viens d'Île-de-France, même si tu viens de quartier, t'es quand même privilégié par rapport à quasiment toute la planète. Parce que t'as des accès aux ressources, financement, culturels, etc. Donc, même si tu viens d'Île-de-France, t'es quand même privilégié par rapport à toute l'Afrique, tu vois. C'est déjà et globalement, la grande partie de l'Asie. Donc, en soi, si tu dézoomes, t'es quand même un privilégié. Donc, je me dis, j'aime pas ce côté, des fois, un peu par victime. Donc, je me dis, vas-y, en fait, t'as de la chance. Donc, prends cette chance et bute-toi. Après, c'est sûr que si tu te compares au top 10 des entrepreneurs français qui sont diplômés comme jamais tu pourras l'être quand tu viens de province ou de quartier, c'est sûr que le gap, faut le combler. Et là, c'est le taf. Et je sais même pas si un jour tu peux vraiment le combler, tu vois. Il y a peu de rôle modèle dans l'entrepreneuriat top 10 français, franchement. Même aux US. T'avais un rôle modèle au début? Non, ça c'est un truc que je sais que tout le monde... Mais moi, j'en ai vraiment pas besoin, quoi. Il n'y a pas des personnalités marquantes? Rien à taper. Tu traces ta route? Rien à taper. Ouais, j'ai envie de prouver, j'ai pas besoin... Après, j'ai dit en introduction, c'était vraiment pas pour rien. J'ai eu beaucoup d'amour qui fait que
t'as une confiance en toi qui fait que t'as pas besoin d'un rôle modèle. Que je vais pas cracher sur les gens qui en ont besoin. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui ont grandi dans des familles monoparentales, où c'était plus dur, ils n'avaient pas confiance en soi, ils se faisaient petits à l'école, j'en sais rien. Donc là, peut-être qu'un rôle modèle, c'est hyper important. Moi, j'ai eu la chance que j'avais pas besoin. Vraiment pas. Mais du coup, non, le seul conseil que je donnerais à n'importe qui, finalement, c'est pose comme un dingue. Parce qu'à la fin, les portes, elles s'ouvrent. Tu vas rencontrer du monde, tu vas penser à des trucs, tu vas monter en compétences, tu vas parler forcément avec des clients. Tu passes 15 heures par jour, tu parles à des clients. Et ouais, parle à des clients, tout le temps. Mais ça, c'est un truc que je remarque. Les gens ont un peu la flemme de faire. Tout le monde le sait. Il y en a peu qui se prendraient 3 heures bune avec un client pour qu'il comprenne toute sa vie. Il y a un élément que je dis aussi assez souvent à certains entrepreneurs. En fait, ton premier investisseur, c'est ton client. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Si moi, en tant qu'investisseur, tu me dis, OK, j'ai plein de clients, donc plein d'investisseurs finalement, qui ont cru en ma solution, moi, je vais croire tes clients. Tu vois, j'aime bien l'entrepreneur, j'aime bien le croire. Mais je préfère, lorsque me dit, en fait, tu vois, j'ai derrière moi 150 000, 200 000 clients qui ont acheté ma solution. Et ça, c'est une preuve d'amour, puisque tu as beaucoup cité ce mot-là, par rapport à la solution. Et ça, c'est souvent négligé. Je suis d'accord avec toi. C'est finalement ta capacité à convaincre un client d'acheter ta solution, c'est la meilleure preuve que ta solution permet de répondre à un vrai besoin. Et c'est souvent négligé, je trouve, aujourd'hui. Notamment dans les levées de fonds. On parle beaucoup de choses, mais très peu du client, de son besoin, de comment, quels sont ses freins à l'achat. On veut sauter des étapes. On veut sauter des étapes. Ouais. On va aller au plus vite, au plus facile. Donc tu montres un produit qui est trop beau, quelques chiffres de traction, tu mets ça un beau papier cadeau, Voilà. tu lèves, et puis après tu recrutes des sales, tu vas avoir des clients, et puis en fait ils sont pas là, et tu galères. Mais est-ce que le risque aussi, typiquement, c'est pas de se mentir à soi-même en tant qu'entrepreneur? Tu vois, de se dire, en fait, je monte une boîte, mais pour les mauvaises raisons. Ouais, je m'exprime peut-être un peu différemment, mais typiquement toi, lorsque je t'ai vu, en fait, toi, ta problématique, c'est comment j'arrive à convaincre un client d'utiliser ma solution. Et vraiment, tu m'as montré tes cohorts, t'es rentré dans le détail, tu m'as parlé de tes clients, des besoins, tu les as segmentés, et c'est très cohérent. Mais vraiment, je reçois énormément d'opportunités d'investissement. S'il vous plaît, parlez du client. Tu vois, c'est ce que j'ai envie d'entendre. Qu'est-ce que veut acheter le client? Et comment, en fait, on va anticiper aussi ses besoins? Parce qu'en fait, tu vois, demain, t'es un jeune qui a certaines typologies d'usage. Demain, tu vas acheter plus facilement qu'un vieux qui a pas l'habitude d'utiliser des canaux digitaux. En fait, un jeune aujourd'hui va avoir plus de réflexes d'acheter ses vêtements, par exemple, en ligne, etc., etc. Et en fait, j'aimerais bien t'entendre sur comment on arrive à mieux parler des clients, mieux satisfaire leurs besoins, créer de la valeur pour le client, Ouais. et éviter de rentrer dans des fausses considérations autour de l'entrepreneuriat, de l'argent, etc., etc. Ouais, ce que j'aime bien avec le temps qui passe, c'est que plus tu grandis, plus tu te rends compte de certaines choses que tu as appris qui étaient intéressantes, alors qu'au début, je pensais que c'était inutile. Et je m'explique, j'ai fait des études en études de marché, qui pour moi n'ont jamais servi à rien. Je sais vraiment rien. Sauf qu'en études de marché, tu apprends à faire un truc, c'est interroger comment tu passes. Donc, tu as le qualitatif et tu as le quantitatif. Le qualitatif, il est censé, tu passes 1 heure avec une personne pour avoir des hypothèses. Tu vas avoir 10 hypothèses parce qu'on a parlé ensemble de certaines choses autour de l'expérience client. Et de ces hypothèses-là, tu vas faire un questionnaire quantitatif pour essayer de valider sur du nombre. Et en vrai, donc du coup, à posteriori, je me rends compte que moi, j'ai ce truc-là aussi parce que j'ai fait ces études qui me paraissaient inutiles. Donc, j'ai gardé ce truc-là de interroge ton client, interroge ton client, interroge ton client. Et donc, comment tu le fais? Tu dois mettre, je crois en tout cas, tu dois mettre toutes tes certitudes de côté. Tu dois rien affirmer, tu dois lui poser des questions. Parce que si tu veux te mentir à toi-même, c'est très simple. Et en vrai, je l'ai fait inconsciemment presque. Moi, je posais la question dans les bars et les restaurants, est-ce que vous êtes prêt à payer 1 € de l'heure pour recharger? 85% m'ont dit oui, machin, le marché, c'est trop facile. En vrai, la vraie question à l'époque, c'était est-ce que si tu en rate de batterie, tu es prêt à lever tes fesses, flasher un QR code, télécharger une application, mettre ton truc, etc. alors que tu es bourré? C'est ça la vraie question. Et là, j'aurais s'arrêté non. Mais c'est sûr que si tu dis est-ce que tu es prêt à 1 €, bah ouais, les mecs, ils good vibes, tu vois, ils disent oui. Et donc, je pense qu'il faut bien poser des questions, creuser, pas se mentir.
Mais oui, tu as envie de te mentir parfois. Mais là, c'est différent parce qu'avec l'IA, tu peux trop facilement développer ton produit. Là où tu pouvais te mentir parce que tu avais déjà un produit, tu avais déjà un peu bossé dessus, donc tu t'essayais de faire rentrer ton carré dans le rond, et dire ça peut passer, tu t'en as... Là aujourd'hui, en vrai, tu t'en fous, t'as pas d'ego. Si ton client il dit non, ça me sert à rien, par contre, j'aimerais que mon bouton soit là-bas et avoir une connexion avec je ne sais trop quoi. En vrai, il a fini de le dire. Si Claude est connecté, c'est déjà prompté, tu vois. Donc, passer du temps, je pense qu'il y a une sortie de zone de confort. Je pense qu'on est tellement bien tranquille dans son bureau à développer. T'es face à personne, tout marche, tout fonctionne aujourd'hui. Que sortir là dans le bar à 7h à Paris, demander les gars, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un logiciel de POS, je sais pas quoi, ou autre, je pense que c'est dur et il y a beaucoup qui le procrastinent. En général, le marché, soit tu as de la chance et tu tombes dessus, tu as eu raison day one, parce qu'il faut beaucoup de chance. Soit le marché te rattrape vite, personne ne prend ta solution et tu es obligé de t'adapter dans un temps 2. Donc, si vous voulez entreprendre, vous avez un truc en tête, parlez un max. Bouffez avec vos clients, passez 2 heures avec eux, 3 heures avec eux, dormez avec eux, démerdez-vous, mais passez du temps avec eux, comprenez exactement. Moi, j'aime bien regarder un truc. Parfois, tu sais, quand tu es en visio, ils ont partagé leur écran et c'était sur l'agenda. Moi, j'adore regarder l'agenda. Mais pas par voyeurisme, mais parce que tu comprends leurs priorités. Qu'à 8h30, ils vont chercher le petit à l'école. Donc, en fait, toi, tu peux le call à 9h. C'est le moment parfait. Parce que sinon, il est en tunnel de réunion 2018-2029. Et en fait, tu dois comprendre jusqu'à l'agenda, jusqu'à ce qu'ils bouffent. Et donc, une fois que tu comprends ça, tu sais quand tu peux les appeler, quand tu sais ce que tu les déranges, leur sujet. Voilà. Bien connaître son client. On arrive un peu à la fin de cette interview. Moi, j'avais une question sur ta définition de la réussite. Qu'est-ce que la réussite, du coup ? Est-ce que tu penses que tu as réussi ? Et si oui, est-ce que tu penses que ça t'a changé ou pas ? Ou que ça t'a impacté, disons ? Non, parce que j'ai pas réussi parce que j'ai trop d'ambition. Je sais même pas si un jour je le dirais, tu vois. Ou alors a posteriori, t'es à 90 quand même, c'est bien. Mais là, à date, trop d'ambition. Est-ce que je suis content de ce que je fais ? Oui, c'est bien, je suis content. J'ai évolué socialement, ce qui est un objectif quand tu viens milieu plus bas. Donc, je me suis vu traverser des cases sociales. Donc, je suis content. Vraiment pas satisfait encore. Pas de rôle modèle, tu vois, mais quand tu vois Agnès à 5 milliards, genre pour moi, l'argent est même si on n'aime pas trop le dire en France, mais en vrai, c'est un critère objectif de à quel point tu as réussi ta boîte ou pas, tu vois. Sinon, on peut se dire quoi ? Est-ce que c'est le nombre de gens que tu as embauché ? On s'en fout, si ça marche pas, c'est pas ça. Pour moi, l'indicateur final, c'est quasiment lui. Et donc, je me dis, Niel, 5 milliards avant de les faire, faut y aller. Hein. On se rend pas compte, c'est 5 Messi, 5 Ronaldo, c'est une fortune de dingue. Donc je me dis, putain, il a réussi à construire un truc gigantesque. Donc non, je suis pas encore content ou je pourrais pas me dire que c'est la réussite. Est-ce que ça me changera ? Je pense que c'est de mentir que de dire que tu changes pas. Évidemment que tu changes, tu gardes des racines, tu restes proche avec tes proches, t'as encore tes potes, mais bon, certains t'évoluent différemment. Mais je pense que c'est bien de changer, tu vois. Sauf si t'étais parfait day one, mais non, donc... en espérant que tu changes positivement et que tu ne deviens pas un connard, mais je crois pas, j'espère pas. Allez, je t'invite à piocher une carte gaz européen qui est posée sur la table et à la retourner. Super sponsor, ça. Bien vu. Mon moteur au quotidien, l'apprentissage, c'est sûr. L'apprentissage, la dopamine. Je sais pas si elle est saine ou pas, mais faut que j'ai du sucre. Et donc, mon sucre à moi, c'est d'apprendre des choses nouvelles avec des gens smart quand même. Je vais dire un truc un peu pas ouf, mais putain, tu croises des gens qui sont pas tout le temps smart. Des fois, tu te fais chier. C'est pas... Avec s'entourer de personnes plus smart que ça, c'est le meilleur. Non, mais c'est hyper galvanisant d'être avec des gens qui te mettent une vue ou t'arrives même pas à répondre tellement ils sont brillants. C'est trop bien. En plus, en règle générale, c'est un bout de phrase où tu te dis, mais en fait, il m'a fait changer de perspective en 3 secondes et demie. Je dis, en fait, je voyais le monde comme ça, lui, il le voit comme ça. C'est tellement smart. Ouais. Attends, des mecs comme ça. Moi, j'avais rencontré Fred, je sais pas si vous connaissez Fred Potter, qui est le king du hardware et tout. J'avais fait chier pour se reprendre un rendez-vous avec lui et tout. En 20 minutes, mais je disais rien, tu vois. Et pas parce que tu le mets sur un piédestal, mais parce qu'il est vraiment au-dessus de toi. Et du coup, ça, tu te dis, tu dois compenser. Donc, c'est ce qui te fait apprendre, et voilà. C'est ça mon moteur, en tout cas.
Canon, et bah ce sera le mot de la fin. Merci Merci. à tous les deux Merci à vous deux. et merci aux auditeurs d'être restés avec nous jusqu'au bout. À bientôt. Salut.